Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mahamat Déby se veut rassurant sur l'ouverture du Conseil militaire de transition. Le chef de la junte promet des actions concrètes pour un dialogue national inclusif. Un processus de révision de la Constitution illégale, conclusion de la Cour d'appel kenyane qui déboute ainsi le président. Quelques Kenyans réagissent à propos. Ce sera une première dans l'histoire du Qatar. Les premières législatives sont annoncées pour le 2 octobre prochain. Déjà, le dépôt des candidatures est lancé. Bonsoir, heureux de vous retrouver à ce journal. Direction Tchad. Dans ce pays, le chef de la junte militaire a promis samedi des actions concrètes en faveur des groupes politico-militaires. Cette promesse a été faite lors de l'installation du comité technique spécial relatif à leur participation au dialogue national inclusif devant conduire aux premières élections depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Reportage. Notre bonne foi sera traduite par des actions concrètes qui seront prises en matière d'amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion socio-professionnelle suivant un calendrier précis à définir, a assuré Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition. Le dialogue national inclusif doit se tenir en novembre et décembre et vise, selon le gouvernement, à rassembler tous les Tchadiens pour former un pays apaisé. Il est temps que nous cessions d'entendre les bruits de bottes et que nous nous engagions résolument à résoudre nos problèmes par le dialogue, a déclaré Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. J'insiste pour que les pourparlers avec nos frères politico-militaires obéissent à des critères objectifs, réalistes, rationnels et patriotiques, marqués par la dominance constante de l'esprit du consensus, a-t-il ajouté. La réussite de ces négociations implique l'accompagnement de nos partenaires dans toutes les phases du processus de dialogue devant aboutir au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, a poursuivi le chef d'État tchadien. Pour rappel, un comité d'organisation du dialogue national inclusif a été nommé la semaine dernière avec notamment pour vice-président Saleh Kebzabo, principal opposant au régime de l'ex-président tchadien. Parallèlement, un autre comité de 28 membres, spécialement en charge du dialogue avec les groupes armés, a été nommé mardi dernier avec à sa tête l'ancien président Koukouni Ouédei. Plusieurs proches de nouveaux chefs de l'État et généraux influents de l'armée tchadienne font aussi partie du comité. Des sénateurs kenyans et un avocat ont réagi après que la Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par Uhuru Kenyatta, le président, qui voit ses projets contrecarrés en mode donnant de l'élection présidentielle. Suivons-les. La réforme de révision constitutionnelle Building Bridge Initiative, BBI, vise à modifier la constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel au Kenya pour créer notamment un poste de Premier ministre, 2 de vice-premier ministre et 1 de chef de l'opposition et augmenter le nombre de sièges au Parlement. Le président du tribunal, Daniel Musinga, a notamment déclaré l'illégalité de la révision constitutionnelle. Des réactions ne se sont pas fait attendre. Nous sommes en train de développer la loi. Certaines de ces questions ont été traitées. Par exemple, ils ont fait le commentaire qu'il aurait dû y avoir une sensibilisation au moment de la collecte des signatures. Maintenant, si vous lisez la Constitution, elle traite de la participation publique. Et comme ils l'ont dit, dans leur ajustement, c'est un processus cumulatif, du début jusqu'à la fin. Mais ils ont fait le commentaire qu'au début, il aurait dû y avoir une certaine forme de sensibilisation
sensibilisation. Or, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans la Constitution ni dans aucun autre statut. Pour la première fois, une initiative populaire fait l'objet d'un examen sérieux. Comme vous le savez, nous avions déjà essayé de le faire auparavant. Nous avons fait la première tentative avec Okoa, Kenya, pour modifier la Constitution. La Third Way Alliance a également fait une tentative similaire, mais c'est la première fois que nous nous sommes vraiment penchés sur les pouvoirs d'amendement de la Constitution. Ainsi, comme l'ont dit les juges et tous les autres avocats, en fin de compte, le véritable gagnant, c'est la Constitution elle-même, car nous avons saisi cette occasion pour l'examiner sérieusement. Cette réforme offre notamment la possibilité de former des coalitions entre partis. Des tractations avaient débuté avec au cœur des discussions les nouveaux postes de l'exécutif et les 70 nouvelles circonscriptions prévues par la BBI. L'avocat belge de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda et qui attend le verdict de son procès pour terrorisme, a été expulsé samedi soir du Rwanda. Il lui est reproché d'avoir enfreint la loi sur l'immigration. Présent au Rwanda, Vincent Lioquin, l'avocat belge de Paul Rusesabagina, a affirmé s'être rendu à la prison de Nyarugenge jeudi dernier. Mais il n'a pas pu voir son client arrêté dans des conditions troubles à Kigali en août 2020 à la descente d'un avion qu'il pensait être à destination du Burundi. Mais je n'ai pas vu mon client. C'est ça tout le problème. Il refuse que je voie mon client. J'ai été voir le bâtonnier qui n'a pas voulu me recevoir. J'ai été voir le procureur général qui n'a pas voulu me recevoir, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice. Mais donc en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue, le parquet fédéral l'a fait également, et ils ne veulent pas nous répondre, ils ne veulent pas que je le voie. Et donc ça fait 1 an qu'il n'a vu, donc Maître Gatera, heureusement, elle a pu le représenter comme avocat rwandais, mais il refuse toujours pour une raison que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous qu'on plaide si on ne voit pas son client? On n'est pas accusé. Comme ça, on est accusé de quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des centaines de pages que l'on doit analyser avec lui. Si je ne peux pas l'analyser, ça veut dire que la justice ne peut pas être faite. Et ça, je trouve que je ne comprends pas non plus quelle est la raison, sauf, je vous dis, une raison d'État que je ne connais pas. Alors qu'il attendait le verdict du procès de son client pour terrorisme, l'avocat belge de Paul Rusesabagina a été expulsé samedi soir du Rwanda pour avoir enfreint la loi sur l'immigration. Les autorités rwandaises reprochent à Vincent Lioquin, arrivé lundi dernier dans le pays avec un visa touristique, de s'être présenté vendredi dernier à une audience d'un tribunal de Kigali pour représenter Paul Rusesabagina en portant un uniforme d'avocat, et ce, alors que son visa lui permettait de visiter le pays mais pas de travailler, a expliqué Régis Gataraïa, chef de la Direction générale de l'immigration et de l'émigration du Rwanda. Philippe Benkikita, ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville sous le régime de Pascal Lissouba, est mort brutalement à 69 ans dans la nuit de vendredi à samedi en Grande-Bretagne. Il vivait en exil depuis 1997, a informé sa famille politique. L'ancien ministre du président Lissouba, Jean Itadi, a informé la presse de la mort de Philippe Benkikita en Angleterre. C'est regrettable que près d'un quart de siècle après la guerre de 1997, qui a consacré le retour du président Denis Sassou Nguesso aux affaires, il y ait encore des Congolais qui meurent en exil, a-t-il déploré. Itadi, qui dirige le Congrès africain pour le progrès, CAP, parti d'opposition, a souhaité qu'au nom de la réconciliation nationale, tous les exilés rentrent au pays. Il a également demandé au président Denis Sassou Nguesso d'élargir tous les prisonniers, allusion faite au général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major de 1987 à 1993, et à l'ancien ministre André Okombi-Salissa. Ces 2 personnalités ont pris part à la présidentielle de 2016. Elles ont été ensuite inculpées pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, jugées et condamnées à 20 ans de prison en 2018. Philippe Benkikita a été le dernier ministre de l'Intérieur de Pascal Lissouba, premier président élu du Congo en 1992. Ce dernier est mort l'an dernier et inhumé à Perpignan, en France. Le Qatar ouvre les candidatures pour ses premières élections législatives dont la date a été fixée
Après plusieurs reports, au 2 octobre prochain, ces législatives seront les premières. Plus de détails. L'élection du Conseil consultatif Majlis Al-Shura qui compte 45 sièges, prévue par la Constitution de 2004, a été reportée à plusieurs reprises. Ses membres étaient jusqu'à présent nommés par l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Mais ce dimanche, le Qatar a ouvert les candidatures pour ses premières élections législatives. D'après un communiqué du bureau de l'émir, la date du scrutin a été fixée au 2 octobre par un décret. Le processus d'inscription se déroulera jusqu'à jeudi prochain et la campagne devrait, elle, commencer le mois prochain. Les candidatures seront soumises à un examen minutieux du ministère de l'Intérieur et devront répondre à un certain nombre de critères. Seuls les descendants de Qataris qui étaient citoyens en 1930 seront notamment éligibles pour voter et se présenter, disqualifiant les membres des familles naturalisées après cette année-là. Sont également exclus les ministres et les membres du conseil municipal. Les membres de la famille royale sont également interdits de se présenter mais peuvent voter. Les législatives d'octobre seront les premières au Qatar, même si les citoyens ont déjà pu voter lors de réformes constitutionnelles et à des élections locales. Et des candidats se sont déplacés déjà à l'université du Qatar, à la périphérie du Doha, pour déposer leur dossier. Et je vous propose de suivre quelques-uns. Les élections au Qatar me donnent l'occasion de contribuer au service de ce pays qui a financé mes études jusqu'au diplôme de maîtrise. Dieu merci, j'ai acquis toute mon expérience dans ce pays et je dois l'utiliser pour contribuer au progrès de cette nation. C'est un grand pas en avant pour le Conseil consultatif. Avant, les membres étaient nommés, mais maintenant, ils sont élus. Les gens peuvent donc choisir le meilleur dans chaque circonscription et cette personne pourra représenter son district auprès du gouvernement. C'est le premier conseil consultatif par voie d'élection et c'est une décision généreuse de l'émir du pays. C'est quelque chose de nouveau pour le Qatar et j'espère que le prochain conseil consultatif sera une réussite pour le bénéfice des générations futures. Tout cela est dû à la générosité de l'émir du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.